Bienvenue à tout le monde dans le cadre de cette première émission de l'Envol. Donc, tout ce qu'il y a à savoir pour les jeunes entrepreneurs, apprentis entrepreneurs, aspirants entrepreneurs. Notre volonté étant donc de donner le maximum d'outils, de conseils, d'orientation et de faire intervenir notamment des professionnels, des entrepreneurs et de vous permettre de prendre votre envol. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Cheikh Boukadri Makalou, un grand professionnel de la place en fiscalité, donc reconnu. Et c'est d'ailleurs pour ça que notamment je suis extrêmement honoré et je vous suis très reconnaissant de sacrifier votre week-end parce qu'on tourne aujourd'hui un samedi, donc pour venir nous rejoindre et parler donc de fiscalité. Bonjour Cheikh. Bonjour mon très cher ami Babacar, et je suis très heureux d'être sur ce plateau et j'ai aussi l'immense honneur d'être le premier invité de cette émission. Absolument. Cela me fait super plaisir. Toute première émission et tout premier invité. Et on va parler de cette chose qui nous suit toute notre vie, je crois, la fiscalité. C'est quoi encore l'adage? Qui dit que dans la vie, il y a deux choses à laquelle on ne peut échapper, c'est la mort et la fiscalité. La mort et la fiscalité. Les impôts, mais la fiscalité de façon générale. De façon générale. Donc forcément, je pense que ça fait un bon début parce que généralement aussi, lorsqu'on cherche à démarrer, c'est quelquefois un élément qui pose problème. On se pose des questions liées à la fiscalité. Mais déjà, c'est quoi la fiscalité? Bien. Alors, répondre à cette question, ça peut pas se faire en une seule phrase. Il faut expliquer un ensemble de choses. D'abord, la fiscalité, elle est perçue de façon globale comme étant un moyen pour l'État de prélever de l'argent au secteur économique, que ce soit les entrepreneurs individuels ou les sociétés. Donc, c'est un moyen de mobilisation de ressources. Donc, ceux qui payent les impôts pensent surtout que la fiscalité est toujours liée à ce qu'on appelle l'impôt. Et aussi impôts et taxes. Mais quand on parle de fiscalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que dans un État, l'État doit fonctionner. Mais pour que l'État fonctionne, l'État doit mobiliser des ressources, de l'argent. Et dans chaque État, il y a en principe 4 façons de mobiliser des ressources. Donc, surtout quand on prend un État comme le Sénégal ou les États africains de façon générale, on se dit que parmi ces 4 choses-là, ce qui vient en premier, c'est d'abord la fiscalité, c'est-à-dire les impôts et taxes au sein du pays et aussi en termes d'entrée, donc tout ce qui est à la douane et tout, droit de douane. La deuxième façon de mobiliser les ressources, donc c'est les dettes extérieures. La troisième façon de mobiliser les ressources, c'est les donations. Et la quatrième façon, c'est les ressources naturelles, donc l'usage qu'on fait des ressources naturelles. Donc la fiscalité se place donc parmi les éléments qui permettent à l'État de mobiliser des ressources. Mais ça va au-delà parce qu'en plus d'avoir mobilisé les ressources, il faut savoir comment l'utiliser. Aujourd'hui, ça touche aussi un aspect de finances publiques. Donc, ce qui fait qu'une fois que l'État a mobilisé des ressources, comment est-ce que ces ressources seront utilisées? Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que la fiscalité, en réalité, c'est ce qu'on pourrait considérer que c'est un outil de politique économique. Politique économique dans le sens où l'État a certes une fonction de mobiliser des ressources, mais l'État a surtout l'obligation de faire de trancher d'une certaine façon entre différents secteurs d'activité ou différents types de personnes en influant avec l'outil fiscal sur certains secteurs. Par exemple, on pourra y revenir s'il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, quelles sont les modalités, les facilités fiscales qu'on peut mettre en place, mais derrière, si ça amène une perte de ressources, comment les répercuter sur un autre secteur d'activité. Donc, tout ce travail-là aussi est inclus dans la fiscalité. Donc, grosso modo, c'est juste pour dire que ce n'est pas seulement le fait de payer des impôts et taxes, mais c'est tout un calcul qui est fait derrière en termes de mobilisation et d'utilisation des ressources par l'État. Excellent. Et je suis à la fois impressionné et reconnaissant dans le sens où, mine de rien, c'est quand même très généreux de votre part parce que je pense que tous ceux qui nous suivent, donc en nous écoutant ou en nous regardant, ont eu une excellente leçon introductive sur l'appréhension notamment de la fiscalité et des impôts en général. Et
pendant que vous développiez notamment ce rapport entre les techniques ou les différents moyens qui vont être mis en œuvre par l'État pour récupérer ces ressources, il y avait aussi un aspect qui me venait à l'esprit, c'était le rapport qu'on devrait avoir avec la fiscalité. Est-ce que on doit chercher à y échapper? Parce que j'ai l'impression, notamment, généralement, quand on parle de fiscalité, automatiquement, l'idée c'est comment je peux faire. Il y a une perception négative. Négative, voilà. Ouais. Automatiquement, c'est wow. Et j'ai l'impression aussi que c'est un peu culturel parce que dépendant des pays dans lesquels tu évolues, peut-être aussi des circonstances, hein. Il y en a qui peut-être vont le voir comme étant une contrainte. D'autres une façon peut-être de participer, parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis le rapport dans certains États à la fiscalité est un peu différent, et même dans la modélisation économique de beaucoup d'entreprises, certaines entreprises intègrent en tout cas cette dimension. Mais de façon générique, quel est le rapport qu'on devrait avoir à la fiscalité? Est-ce que on devrait, même si c'est la mort et les impôts, les deux seules choses auxquelles on peut pas échapper, quel rapport avoir avec? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Surtout, comme je suis en cabinet, comme tu le sais, et j'ai l'occasion d'assister beaucoup d'entreprises, bon, sur le plan fiscal évidemment, mais sur le plan juridique aussi, et autres, en termes de gestion et autres, on se rend compte qu'en fait, la dimension fiscale, que ce soit pour les personnes physiques ou pour les grosses sociétés, souvent, on a tendance à dire on paye trop, on paye trop, on paye trop. Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait rattacher à la sociologie fiscale, si je peux le dire comme ça, la sociologie fiscale. Aujourd'hui, la question ou le point qui revient le plus souvent par rapport à tous ceux qui sont réticents par rapport à la fiscalité, c'est de dire, ouais, mais une fois que la ressource est mobilisée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, oui, mais l'État me prend, alors que je ne vois rien en retour. Très souvent, c'est le discours qui revient. Donc, je pense qu'il faut peut-être mieux expliquer déjà pourquoi l'État prend et qu'est-ce que l'État en fait. Absolument. Donner aussi, en termes d'utilisation, des explications, mais aussi avoir une certaine exemplarité au niveau de ceux qui mobilisent et qui utilisent ces ressources-là. Mais ça, c'est vraiment de la sociologie fiscale, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qui est important, donc ça, c'est le rapport que les gens ont de façon générale. Mais ce qu'on devrait avoir comme rapport, ce n'est pas nécessairement un rapport conflictuel ou un rapport de dire je vais chercher à y échapper, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains pays dans le monde, comme tu le soulignais tout à l'heure, où les gens sont prêts à payer jusqu'à 75 ou 80% de ce qu'ils gagnent. Mais derrière, l'État prend en charge presque tout ce dont ils ont besoin. L'éducation est gratuite, l'eau, l'électricité, la santé, etc., etc. Donc la sécurité est là. Et ces gens, ils se disent, bon, je contribue et je vois en retour ce que l'État fait pour eux. Donc, alors, si la question elle est posée comme ça, on se dit que dans nos États, peut-être qu'il faudrait travailler sur ce point-là. Mais une chose est certaine, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas essayer à tout prix d'échapper à l'impôt ou aux taxes. Parce qu'aujourd'hui, il y a le système, on va y revenir, le système il est déclaratif, mais l'État a la possibilité de sanctionner et de sanctionner très sévèrement. Totalement. Par contre, ce qui est possible, c'est d'optimiser. Aujourd'hui, il faut déjà connaître les règles fiscales qui s'appliquent et se dire, parce que dans toutes les règles fiscales, il y a des possibilités pour les gens auxquels la fiscalité s'applique de pouvoir réduire le coût fiscal de leurs opérations. Donc ça, c'est une chose. Optimiser sa fiscalité est une chose, mais échapper à la fiscalité, c'est difficile, voire quasi impossible. Et c'est même très risqué pour les gens qui se disent entrepreneurs. Et c'est vrai que par rapport à ce rapport, force est de reconnaître, mine de rien, que on va faire chapeau bas, mine de rien, en tout cas à la DGID, donc qui est la Direction Générale des Impôts et des Douanes au Sénégal, et peut-être à beaucoup d'autres institutions au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général, qui sont en train de faire de gros efforts pour changer la perception voilà, les contribuables qui aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le terme qui est utilisé, mais je pense qu'on est en train même de changer les terminologies qui sont en train de changer. On travaille beaucoup plus, on utilise, c'est vrai, actuellement le terme de contribuable, mais souvent c'est le terme assujetti qu'on essaie d'éliminer un peu, parce que assujetti, ça
on est sujet à. Voilà. Alors que contribuable, c'est Voilà. j'apporte On est dans ma cette... part. Donc, Absolument. de façon psychologique, ça peut aussi impacter. Absolument. Et il y a beaucoup d'efforts de communication qui est en train d'être fait aussi Absolument. sur ce plan-là, qu'il faut souligner Ouais. et encourager. Absolument. Donc, clin d'œil et chapeau bas à la DGID sur ce point. Alors, maintenant, à essayer un peu d'aller dans le sens peut-être un peu plus pratique par rapport à ce qui va être très intéressant pour nos auditeurs et nos spectateurs. C'est cette question pratique de, OK, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Alors, je rappelle que l'émission ne s'appelle pas l'envol pour rien. L'idée étant vraiment de vous donner l'ensemble des outils ou le maximum d'outils qui vont vous permettre de vous envoler. Et généralement, justement, une des premières étapes, ou en tout cas une des premières questions qui revient lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on cherche notamment à créer une entreprise, c'est la question de la forme juridique. Absolument. Et des implications en termes de régime fiscal et donc des choix à faire. Alors, selon toi, comment aborder cette question de la forme juridique et du régime fiscal en sachant que lorsque je suis entrepreneur, si notamment je crée une entreprise à une certaine période et que je fais ensuite 2 ans sans faire de déclaration, je crée une dette fiscale et une dette donc financière forcément qui ensuite va me suivre et qui va être après un gros problème. Donc, quel conseil donneriez-vous non, je vais tutoyer. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à se lancer? Okay. Alors, le premier conseil que parce que je rencontre souvent ce genre de cas, surtout de jeunes qui veulent se lancer, parce qu'on sait aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose l'auto-emploi, c'est quelque chose qui tente beaucoup de personnes pour faire face un peu au schéma classique du salariat. Totalement. Et aussi résorber tout ce qu'il y a comme manque d'emploi. Aujourd'hui, quand un jeune entrepreneur veut se lancer, il tient compte très souvent de toutes les problématiques, mais en dernier lieu de la problématique fiscale. Aujourd'hui, on se pose la question, quelle est la forme juridique? Comment je fais pour aller chez le notaire ou passer par l'APIX? Une fois que c'est fait, comment je fais pour vendre mes produits, concevoir, vendre mes produits, l'aspect commercial, l'aspect juridique, mes contrats, les contrats de travail, etc. Tout ça, on le fait, mais après, derrière, ma relation avec l'administration fiscale, beaucoup de jeunes entrepreneurs ou même beaucoup d'entreprises ne travaillent pas sur cet aspect. Et c'est extrêmement dangereux. Il n'est pas dit que dès qu'on crée, il faut commencer à payer des impôts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux parce que tout ce qui a une incidence financière, une incidence économique, a absolument un impact sur la fiscalité. Sortie d'argent, rentrée d'argent, transaction financière, quelle qu'elle soit, il y a forcément une conséquence fiscale liée à ça. Si je prends surtout le cas, par exemple, de la TVA, aujourd'hui, quelle que soit, sauf exonération, c'est qu'il y a une liste limitative, quel que soit le produit que tu vends, en principe, tu dois facturer une TVA, collecter et reverser. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas pendant 1 an, 2 ans, le jour où l'administration se rend compte de ton existence, ils ont la possibilité de remonter sur tes opérations. Et d'ailleurs, le droit de délai de reprise qui est donné à l'administration va jusqu'à 4 ans. Cela veut dire qu'une entreprise peut fonctionner pendant 4 ans, faire comme si il n'y avait pas de fiscalité. Au bout de 4 ans, l'administration se rend compte de son existence et décide de régulariser sa situation sur les 4 dernières années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très problématique. Or, souvent, le coût fiscal, en réalité, il peut ne pas être élevé du tout s'il est bien géré. Et ça part du choix justement de la forme juridique. Quand beaucoup de personnes se posent la question du choix de la forme juridique, ils le voient sur le plan juridique justement, en termes de responsabilité. Quand tu interroges beaucoup de juristes, ils te disent non, quand tu es en entreprise individuelle, ta responsabilité est indéfinie, solidaire, indéfinie. Quand tu es en société, la société fait écran, ta responsabilité est limitée à tes apports, etc. On analyse sous ces aspects-là, mais il y a un aspect, parce que le choix de la forme juridique impacte aussi sur le choix des types d'impôts et de taxes auxquels on est soumis. Et généralement, la plupart des impôts et taxes sont les mêmes. Quand je prends la TVA, par exemple, c'est lié à l'activité. Donc, quelle que soit la forme juridique, c'est le type d'opération qu'on effectue. Quand je prends les revenus salariaux, dès que tu as des salariés, que tu sois une entreprise individuelle ou en société, les obligations salariales sont les mêmes.
Donc, quand tu fais recours à des prestataires de services qu'on appelle les BRS, c'est la même chose. Par contre, en fin d'année, quand tu fais ta situation pour dire, OK, au cours de l'année, j'ai fait un résultat, un bénéfice ou un déficit, aujourd'hui, est-ce que je dois payer ou des impôts ou pas? À ce niveau, il y a une distinction. Donc, quand on n'a pas créé de société, ou beaucoup de gens l'ignorent, quand on est une personne physique, qu'on crée ce qu'on appelle une SUARL, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, tant qu'on n'a pas choisi de payer l'impôt sur les sociétés, on paye l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que c'est notre personne qui paye l'impôt, pas la société. Donc, ça, déjà, c'est un aspect. Maintenant, quand on est dans cette situation, il faut comprendre que l'impôt sur le revenu, donc des personnes physiques, c'est un impôt qui peut présenter un certain avantage. Parce que jusqu'à un certain niveau de revenu, on ne paye pas d'impôt. Donc, si notre résultat, parce qu'on est en entreprise, on tient une comptabilité, ce point, je vais revenir là-dessus, la comptabilité. Si on tient une comptabilité, on a un résultat, même s'il est bénéficiaire. Si on fait des réintégrations, déductions, on a un résultat fiscal. De 0 à 630 000, tu ne payes pas d'impôt. Et même après avoir fait ce calcul-là, si ta situation familiale te le permet, par exemple, tu es marié avec des enfants, 1, 2, 3, etc., plus ta situation familiale est large, moins tu payes d'impôts. Donc aujourd'hui, tu peux te retrouver à situation égale, toi et moi, avoir le même niveau de revenu, mais que moi, j'ai une famille que je prends en charge. Donc du coup, fiscalement, je paye moins d'impôts. Ce qui n'est pas ton cas. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je me lance, je suis célibataire? Est-ce que quand je me lance, je suis marié? Est-ce que j'ai des enfants? Etc. etc. Donc tout ça, c'est des questions que les gens ne se posent pas, mais avec de bonnes simulations, on peut se dire, OK, quand je suis marié avec 2 enfants, au bout de l'année, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme niveau de revenu pour pouvoir payer des impôts? On peut faire ce calcul avant même que tu ne démarres. Totalement. Juste à côté, tu as la forme sociétaire. Quand tu décides de te mettre en société, c'est la même chose, les revenus salariaux, tu les déclares, les BRS, tu les déclares, la TVA, tu déclares. Quand il s'agit de l'impôt sur le résultat, donc l'impôt sur les sociétés dans ce cas, même si ton résultat il est négatif, tu payes ce qu'on appelle l'impôt minimum forfaitaire. Donc, résultat bénéficiaire ou déficitaire, tu payes quand même quelque chose. Donc, aujourd'hui, si on démarre, il faut peut-être se poser ce type de questions pour se dire, bon, voilà, est-ce que... Alors, le point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est la comptabilité. Totalement. C'est la comptabilité. Et ça, je le dis même parce que les jeunes entrepreneurs, il y a une dimension qu'ils ne prennent pas en compte. C'est que quand ils démarrent, la plupart du temps, c'est leur propre argent qu'ils mettent dans la société pour la faire fonctionner. Ce n'est pas un prêt qu'on accorderait à la société, c'est souvent sur fonds propres qu'ils démarrent. Le problème, c'est que si on a une société et qu'on fonctionne sur fonds propres, en réalité, on est en train de faire un prêt à la société que la société doit nous rembourser. La société peut nous la rembourser avec intérêt ou sans intérêt, mais c'est de l'argent qu'on prête pour que la société fonctionne. Aujourd'hui, si tu ne documentes pas ça pour tenir une comptabilité en bon ordre, cet argent, en réalité, tu le perds. Parce que si tu te le fais rembourser, sur le plan fiscal, on va te dire, oui, mais comment tu peux te faire rembourser de l'argent que tu n'as jamais prêté? On va te dire, mais c'est moi qui ai fait, ouais, mais où sont les preuves? Donc, la comptabilité permet surtout d'avoir la bonne information. Même si au début, les jeunes entrepreneurs ne font pas recours au service d'un fiscaliste, ils fassent au moins recours au service d'un comptable qui puisse au moins leur tenir une comptabilité dans les normes. Donc, ça, c'est vraiment les premiers conseils qu'on peut donner pour démarrer. Et d'ailleurs, je pense qu'on va vraiment insister sur cette question de comptabilité parce que on parle beaucoup du secteur informel, en tout cas ce qu'on qualifie de secteur informel. Mais en vérité, pendant longtemps d'ailleurs, beaucoup disaient bon, je ne suis pas informel parce que j'ai une entreprise ou j'ai une société qui existe. Mais en vérité, l'existence juridique d'une entité ne veut pas dire qu'on est formel. C'est peut-être cette tenue d'une comptabilité régulière qui fait qu'on est formel. Déjà, quand on est constitué en entité et qu'on est connu des différentes administrations, pas seulement l'administration fiscale, on est sur la voie du formalisme. Donc après, en interne, il faut avoir une certaine rigueur aussi, rien que pour soi-même, avoir la bonne information sur le niveau d'activité de son entreprise. Rien que pour ça, ce serait bien d'avoir un service comptable. Et pour ce qui est du secteur informel,
Alors, il y a un impôt qui existe, qu'on appelle contribution globale unique. Et ça, c'est pour les commerçants ou les prestataires de services qui, au bout d'une année, qui, dans l'année, ne réalisent pas un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Ces gens, en fait, c'est un impôt qui a été créé pour, en réalité, attirer les gens qui sont dans le secteur dit informel vers le formel, en leur disant, bon, au lieu de payer l'impôt sur le revenu à part, la TVA à part, la patente qui a été supprimée, la contribution économique locale à part, ainsi de suite, on va vous synthétiser tout ça en un seul impôt. Vous le payez une fois à l'année et c'est fini. Vous pouvez même le payer en deux tranches. Donc, c'est pour dire à ces gens-là, non, comme vous ne réalisez pas un certain niveau d'activité, venez, vous allez être, parce que beaucoup de personnes disaient non, la paperasse, ça nous fatigue, etc. Donc, il n'y aura pas beaucoup de formalités, ça va être très simple pour vous. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lance, qui est commerçant ou prestataire de services, quand on réalise des chiffres d'affaires de moins de 50 millions pendant 2 ans, on a la possibilité d'opter pour ce régime de contribution globale unique où on est reversé dans ce régime, ce qui fait qu'il est un peu plus avantageux parce que les taux sont extrêmement plus faibles que dans le régime d'imposition au réel. Quand tu dis pendant 2 ans, ça veut dire que c'est limité dans le temps? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu n'es pas automatiquement à la contribution globale unique. Okay. On n'existe pas aujourd'hui pour dire je décide d'être à la contribution globale unique. Donc, il faut faire un résultat en deçà de ce chiffre d'affaires-là pendant 2 ans pour pouvoir aller à ce régime. Et quand on va à ce régime-là, il faut faire, dès qu'on dépasse 50 millions de chiffre d'affaires l'année, on est automatiquement mis au régime du réel. D'accord. Alors c'est vrai que ça c'est les aspects un peu techniques, mais vous aurez notamment en lien la possibilité d'accéder à notre programme de formation, donc en certification, la certification en pratique fiscale, et qui d'ailleurs est pédagogiquement tenue par notre très cher Cheikh Makalou. Alors donc on a conscience effectivement que l'une des premières étapes étant liée à cette question de choix de la forme juridique, donc il faut faire attention, il faut donc vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions afin de faire le choix. Intégrer la problématique fiscale, le choix qu'on fait peut être bon, mais il serait meilleur si la problématique fiscale est intégrée. Très important. Et une autre des questions notamment qui est fréquemment problématique, en tout cas lorsqu'on est entrepreneur et qu'on cherche à démarrer, c'est justement cette question qui a été évoquée sur cette distinction entre est-ce que je crée une société de personnes, une société de capitaux. Je sais pas si c'est possible de juste faire un point rapide sur par exemple les différences entre les sociétés civiles, que ça soit par exemple des sociétés civiles immobilières ou en tout cas les sociétés civiles en général, et les sociétés de capitaux ou les sociétés un peu hybrides, et peut-être les avantages génériques, sans forcément peut-être rentrer dans le détail de chaque élément, mais les avantages et inconvénients génériques de chaque forme. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une activité économique, on peut le faire en tant qu'individu. C'est-à-dire que je peux me présenter moi-même au registre du commerce, créer une chose avec je l'appelle tag, avec mon nom. Tag, ce serait mon nom commercial, mais c'est moi le commerçant derrière. Totalement. Donc, je suis commerçant, personne physique. Donc, aujourd'hui, je peux faire mon activité, faire mes déclarations d'impôts, payer des factures, facturer aux gens, faire exactement tout ce que tout le monde fait, mais sans créer une société. On peut le faire qu'on soit commerçant ou même dans les professions libérales. Très souvent, les médecins ont des cabinets, il y a des notaires qui sont en nom, ça peut arriver, des avocats, etc. Donc, c'est des gens qui décident de ne pas créer de société, mais de faire l'activité en nom. Donc, ces gens-là, ils ont un régime spécifique, comme dont je parlais tout à l'heure, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, c'est leur revenu. Mais cela signifie aussi que quand ils font cette activité et qu'ils font d'autres activités à côté, l'impôt sur le revenu s'applique sur l'ensemble de l'argent qu'ils gagnent. Donc, l'ensemble du revenu est cumulé pour payer l'impôt. Maintenant, quand il s'agit de décider d'une forme sociétaire, souvent, on va parler de forme d'organisation, pas forcément sociétaire, parce qu'il y a d'autres formes à côté. Je pense par exemple au groupement d'intérêt économique, le GIE. Donc, beaucoup de personnes créent aussi des GIE. Totalement. Voilà, les GIE aussi sur le plan fiscal, quel est le traitement, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'automatiquement on crée un groupement, donc une société, un GIE, une association ou une société civile, qu'on est automatiquement soumis à l'impôt sur les sociétés. Parce que l'impôt sur les sociétés, je le rappelle, c'est les sociétés commerciales, donc sociétés anonymes,
société anonyme unipersonnelle, société par action simplifiée et sa forme unipersonnelle. Donc, société à responsabilité limitée et sa forme unipersonnelle pour le cas où la société unipersonnelle est créée par une autre société. Quand c'est une personne physique, beaucoup de gens l'ignorent, une personne physique qui crée une société unipersonnelle, encore une fois, elle doit opter pour l'impôt sur les sociétés. Si elle ne fait pas cette option-là, la société est soumise ou la personne est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, il y a ça. Maintenant, à côté, il y a ce que tu évoquais tout à l'heure, tout ce qui est société civile. Parce que quand on dit impôt sur les sociétés, on pense surtout aux sociétés commerciales. Donc, à côté, il y a les sociétés civiles, les SCI, sociétés civiles immobilières. Donc, aujourd'hui, une société civile immobilière, en principe, comment ça se passe? La société, disons qu'elle loue des immeubles. Après, elle a les loyers qu'elle encaisse. Elle doit répartir le loyer entre les différents associés. Et c'est les associés qui, individuellement, vont payer l'impôt. Maintenant, les associés peuvent décider que la société va opter pour l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, c'est la société qui paye l'impôt sur les sociétés et les associés, on leur fait des distributions de dividendes. Et après, au moment de faire des distributions, il y a l'impôt sur le revenu qui est prélevé sur le revenu des valeurs mobilières qui est prélevé donc sur ces dividendes. Et c'est le même régime pour les sociétés civiles professionnelles. On voit par exemple deux avocats, Diallo et Ba, qui se mettent ensemble, Senghor et Diop, etc., etc. Donc, société civile professionnelle. Donc, société en nom collectif. Parce que c'est une forme que moi, je n'ai personnellement jamais rencontrée, mais qui existe dans l'acte uniforme. Donc, le GIE, c'est le même régime, il faut l'option. Sinon, les membres du GIE payent directement, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, derrière, l'impôt sur les sociétés s'applique aussi à certains groupements qui sont étatiques et autres, notamment les agences de l'État qui ont une autonomie propre en termes d'argent, qui créent eux-mêmes leur argent, qui ne sont pas liés au budget de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est de se poser la question donc, par rapport à ces différents types de formes, sachant que sur le plan fiscal, dès qu'on a une société, un groupement qui paye l'impôt sur les sociétés, quel que soit le niveau de résultat qu'on a, on paye l'impôt minimum forfaitaire. Et pour une entreprise individuelle, quand on n'a pas de résultat bénéficiaire, on ne paye pas d'impôt. C'est vraiment la principale différence qu'il peut y avoir entre ces Excellent. Alors, dernière question, hein, mais c'est notamment peut-être lié à une particularité ou à un créneau spécifique ou quelque chose qui est vu comme étant l'avenir, parce que dans le plan Sénégal émergent et dans la stratégie digitale du Sénégal, il y a notamment un aspect qui est lié au développement de l'économie numérique. Et lors de la rencontre entre le chef d'État et les entrepreneurs de l'économie numérique, il y avait cette question qui avait été posée par les entrepreneurs sur, on va dire, comment organiser le cadre normatif, le cadre réglementaire en tout cas, pour encourager absolument et peut-être même permettre notamment aux boîtes qui démarrent de souffler peut-être pendant 1 à 2 années. Et il y avait eu un engagement peut-être pas définitif ou certain du président sur cette question, mais il y a eu effectivement en tout cas un signe d'avoir été écouté. Il y a aussi effectivement actuellement des travaux qui sont en train d'être effectués pour soumettre aussi avec le Sen Startup Act on va dire un dossier et un projet en tout cas dans ce sens. Mais quelle est la vue que l'on peut porter ou que l'on peut avoir sur la fiscalité par rapport à ce créneau sur cette question de l'économie numérique? D'abord, pour aller dans le même sens que ce que tu disais, moi je pense que c'est surtout une décision politique. Mais la décision politique, elle n'est pas si simple que ça. À l'entame de mes propos, j'expliquais un peu c'était quoi la fiscalité, etc. C'est typiquement le genre de cas où la politique fiscale entre en jeu. Parce qu'en réalité, quand le président va dire, bon, les startups ou les entreprises qui sont dans le domaine du numérique, etc., je vais les laisser souffler pendant 3 ans, tant qu'ils n'atteignent pas, par exemple, tel. Il faut comprendre que ça crée un manque à gagner pour l'État. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, rien qu'en payant, par exemple, l'impôt minimum forfaitaire, même si c'est 500 000 par entreprise, peuvent se retrouver, ou ça peut être plus, peuvent se retrouver à apporter quelque chose au budget de l'État. Donc, décider de leur accorder 3 ans, c'est aussi un manque à gagner sur 3 ans qu'il faut combler par ailleurs. Autrement. Donc, il faudrait réfléchir à comment créer un nouvel impôt ou augmenter le taux d'un impôt existant pour d'autres secteurs pour pouvoir résorber ces gaps. Donc, ça, c'est déjà sur le plan politique. Maintenant, moi, je trouve que c'est quand même une décision qui doit être
prise et qui peut être prise, parce que sinon, certaines entreprises ne vont jamais s'en sortir. Absolument. Parce que c'est même pas seulement le coût de la fiscalité, mais c'est le coût de la gestion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de quelqu'un qui a des compétences en développement ou en programmation, ou qui lance sa boîte. Il n'a pas forcément de backup ou d'expérience en termes de tout ce qui est gestion d'entreprise. De deux choses d'une. Soit cette personne s'adjoint les services d'une personne dédiée pour ça, ou elle fait recours à un cabinet. Donc, soit on recrute quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est un coût supplémentaire. Totalement. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question et se dire, bon, ces gens-là, je vais les décharger d'un certain niveau de certaines obligations pour faire en sorte qu'ils puissent ne pas supporter de coûts supplémentaires par rapport à ça. Et quitte à voir si aujourd'hui, au bout de 3 ans, 5 ans, ils arrivent à avoir un certain niveau de chiffre d'affaires, pourquoi ne pas un peu les surtaxer pour qu'ils puissent rembourser un peu le manque à gagner sur le début. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui existe quand même et que beaucoup de gens ne savent pas. C'est ce qu'on appelle les centres de gestion agréés. Les centres de gestion agréés, si vous allez par exemple au niveau de la chambre de commerce, il y en a un là-bas. En fait, c'est des centres qui existent pour accompagner ce qu'on appelle les PME, PMI, donc dans leur développement, que ce soit personne physique ou personne morale d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, quand on a une entreprise qui est à ce qu'on appelle le régime du réel simplifié, c'est-à-dire si c'est une société entre 100 millions de chiffres d'affaires jusqu'à 0, on a la possibilité, si on est une personne physique entre 50 et 100 millions, si on a la possibilité d'aller adhérer à ce centre. Adhérer à ce centre, cela veut dire que le centre va être une sorte d'incubateur en réalité. Il va nous assister pour faire notre comptabilité, nous aider dans la gestion administrative, les ressources humaines, nous aider à vendre et nous aider surtout dans nos déclarations fiscales. Donc, ce qui fait que l'État s'assure que les déclarations fiscales sont bien effectuées. Totalement. Maintenant, la contrainte, l'avantage du moins, c'est que ces entreprises-là aujourd'hui, qui sont à un centre de gestion agréé, si elles doivent déclarer l'impôt sur les sociétés, elles bénéficient d'une exonération à hauteur de 15% du bénéfice imposable. Cela, en termes moins techniques, ça veut dire que si tu as un résultat de 100 millions sur lequel on doit appliquer le taux de l'impôt sur les sociétés qui est de 30%, au lieu de te faire payer 30 millions, on va prendre 100 millions dont on enlève 15%. Ça te fait 85 millions. Et c'est sur les 85 millions qu'on applique 30%. Donc, ce qui fait que ça, c'est déjà un avantage. Mais il y en a d'autres avantages, par exemple, en termes de TVA. Quand on est ce type d'entreprise, qu'on est soumis au régime on est à un centre de gestion agréé, notre TVA n'est déclaré que quand on encaisse l'argent. On est donc au régime de l'encaissement. Une autre entreprise qui n'est pas dans cette situation, quand elle facture, quand elle rend un service qu'elle facture, même si la personne n'a pas payé, elle déclare la TVA. C'est un problème de trésorerie qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rendu un service, je l'ai facturé, mais je n'ai pas encaissé l'argent et je dois payer la TVA à l'État que je n'ai pas encore encaissé. Donc, je fais une avance sur de l'argent que je n'ai pas encore reçu. Alors que quand on est donc à ce centre de gestion agréé, on est au régime de l'encaissement. Donc, tant qu'on n'a pas encaissé l'argent, on ne paye pas. Donc, ce qui peut être très avantageux pour les entreprises qui démarrent, c'est qui leur permet de souffler en termes de trésor. Ça, je crois que c'est un aspect sur lequel on va essayer d'appuyer cette question d'adhésion au centre de gestion agréé, parce que mine de rien, il y a quand même des avantages qui peuvent être même au niveau de la formalisation, ce que j'évoquais en termes de comptabilité et autres, le centre de gestion agréé t'aide à faire toute cette mise en place-là. Ouais, absolument. Et ça, c'est des questions vraiment vitales pour une entreprise qui démarre, qui naît et qui justement a déjà des problèmes de trésorerie naturellement. Je pense que faudra impérativement qu'on revienne et qu'on puisse peut-être rentrer dans des spécificités, parce que toujours pour les entrepreneurs, il y a généralement cette question de la levée de fonds, et qui aussi, je présume, fait l'objet d'une fiscalité spécifique, l'entrée des investisseurs, la question aussi fiscale, et je pense qu'il va falloir impérativement qu'on te chope un autre week-end pour que notamment on puisse rentrer dans ces détails. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, merci du fond du cœur, Monsieur Makalou. Et donc prochain sous peu, ne le ratez pas. On tâchera notamment d'évoquer les questions de levée de fonds, d'obtention d'argent, rentrée d'investisseurs pour les entrepreneurs, pour préparer l'envol. Donc l'envol, votre nouvelle émission qui vous est fournie par Tagat sur tout ce qu'il y a à savoir pour démarrer, prendre son envol dans les logiques entrepreneuriales. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci à vous.